Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, quatrième épisode des Prof Podcasts. Cette semaine, on va parler d'un sujet vraiment particulier, vraiment exceptionnel, je dirais quasi historique même. On va parler de e-sports. Je suis avec Maxime Boutin, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Max? Ouais, ça va bien, merci toi. Ah, ça va. Pour vous mettre en contexte, Max, c'est un gars avec qui je suis allé à l'université. C'est un ami de longue date. On se parle tous les jours. Et il va nous parler de e-sports aujourd'hui à l'école. Mais avant de parler de e-sports, j'aimerais ça vous souligner qu'on a encore le commanditaire de la semaine qui est Marewa Café à Saint-Hyacinthe. Café colombien bio équitable, super, super bon. Max, d'ailleurs, je t'ai fait un bon latte avant que tu arrives ici. Oui, effectivement, il était exceptionnel. J'espère vraiment qu'ils vont t'envoyer le fameux sac de grains. Alors, Lorena, si tu m'entends, je veux du café. Non, sérieusement, allez voir ça à Saint-Hyacinthe. Super beau café dans le Bill Bucket sur la rue Cascade. Très, très, très bel endroit. Café exceptionnel. Vous pouvez le retrouver, je crois, dans tous les métros de la Montérégie aussi. Sinon, allez vous en chercher un sur place, puis faites-moi de votre grain directement. Vous allez voir, ça va sentir dans votre voiture pendant 2 semaines, juste le transporter à la maison. Cette semaine, Max, on va parler de e-sports. Max, oui. C'est quoi ça, le e-sports? Le e-sport, dans le fond, c'est une activité qu'on entend de plus en plus parler à travers le Québec. Alors, nécessairement, le e-sport, en fait, comme on peut le décrire, c'est un sport électronique. Donc, c'est une compétition électronique qui se passe sur Internet. Ça peut être une compétition qui est faite seule, individuellement, un contre un, ou ça peut être quelque chose qui est fait en équipe. OK, on parle de jeux vidéo, là. Oui, Okay. On parle de jeux vidéo en ligne. Donc, c'est les deux prémices pour pouvoir avoir accès à ça. OK. Ça, le e-sport, ça partit comment? Sans que ça soit un milieu scolaire, là, ça partit comment, ça, le e-sport? Le e-sport, en fait, a commencé officiellement dans les années 80, fin des années 80. Au début d'Internet, il y a certains jeux qui ont commencé à faire présence, mais plus officiellement, à partir de 1998, ça a été les années charnières. Il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait Quake à l'époque. Et c'est le premier jeu de tir qui est allé en ligne et qui est devenu un e-sport. Et il y a un autre jeu peut-être un peu plus connu, StarCraft, qui est un jeu qui date de cette époque-là et encore aujourd'hui est joué. Donc c'est un jeu que 25 ans plus tard est encore actif. Et plus particulièrement, ça est apparu en Corée du Sud. C'est la Mecque du e-sport. Les athlètes, on les appelle des athlètes, les athlètes professionnels qui jouent aux vidéos sont célèbres autant que les joueurs du Canadien de Montréal le sont à Montréal. Je suis sûr qu'il y a des gens qui, quand tu dis athlète, là, ils froncent les sourcils. Oui, je comprends. Peux-tu être un peu plus clair à ce niveau-là? Pourquoi on appelle ça des athlètes? Des athlètes, c'est un le e-sport, dans le fond, comme on dit, c'est une compétition qui est faite sur un jeu. Donc, il y a plusieurs habiletés qui sont demandées. Il y a la dextérité, donc être très précis avec un clic de souris, bien petit qu'il puisse paraître. Mais aussi, par exemple, la communication, l'instinct, la prise de décision qui est très demandante. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'athlètes. Est-ce que c'est des athlètes sportifs? Non. Mais c'est des athlètes qui, dans une compétition, doivent performer. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'athlètes et de e-sport. OK. Fait que c'est vraiment des athlètes au niveau cognitif, là, on pourrait dire, rendu là. Oui, effectivement. Et c'est des athlètes qui s'entraînent, qui ont des saines habitudes de vie. Souvent, le stéréotype qu'on a du joueur de jeux vidéo, c'est le garçon qui s'enferme dans sa chambre. Il y a beaucoup de parents peut-être qui se reconnaissent ici et qui vont jouer une grande partie de la nuit et qui vont sembler être seul à jouer ce jeu vidéo-là. Et au contraire, le e-sport permet vraiment de communiquer avec une multitude de gens. C'est un peu la beauté qui est cachée à travers cette activité-là, un peu obscure. Oui, on va revenir sur les saines habitudes de vie tout à l'heure. Oui. Donc, le e-sport, c'est du sport électronique qui fait des compétitions. Je pense que ça a quand même une grosse ampleur mondiale. Là, oui, effectivement. Présentement, il y a une ligue internationale de jeux vidéo. Il y a 48 pays qui sont représentés dans le monde. C'est plus que les Olympiques, ça. Non, c'est un peu moins que les Jeux olympiques parce que c'est pas aussi démocratisé. Ouais. Mais effectivement, c'est très présent. Des compétitions internationales de plusieurs jeux sont présentées à l'intérieur de stades sportifs. Comme par exemple, pensez au Centre Bell. Imaginez le Centre Bell rempli à pleine capacité pour regarder des équipes de jeux vidéo jouer un contre l'autre sur des écrans géants. Donc, c'est à ce point-là. Et on parle il y a à peu près 160 à 200 millions de joueurs dans le monde, tous jeux confondus. Ah, ouais. OK. Ouais. Crime quand même, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il y a eu l'an passé, justement, au Centre Bell,
tournois ou grosses compétitions. Là. Oui, effectivement. Puis pour aller moins loin que l'an passé, en septembre, il y a eu le DreamHack. Le DreamHack est une compétition internationale de plusieurs jeux. Donc, plusieurs jeux qui se jouent au niveau mondial ont été présentés ici. Et il y a des compétiteurs de partout dans le monde qui viennent. Et ils utilisent le mot stream en anglais. Donc, c'est diffusé sur Internet à travers tout le pays. Avec Twitch. Oui, Twitch est un des partenaires de tous les jeux de vidéo pour ce qui est de la diffusion en ligne. Et ces jeux-là, en fait, souvent, là, ils ont des points de visionnement à 800 000 à 1 million de personnes en même temps sur Internet à regarder une compétition. Ça, c'est plus que tout le monde en parle le dimanche soir. C'est à peu près l'équivalent, oui, on va se le dire, effectivement. Puis ça, c'est sans les rediffusions, par exemple, de ces matchs-là. Puis je pense qu'il y en a qui gagnent même leur vie avec ça. Je veux dire, c'est pas juste j'aime les jeux vidéo puis je fais des compétitions. Et oui, non, effectivement, il y a des joueurs professionnels. Pour mettre en situation, il y a un documentaire RAD, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, la chaîne YouTube faite par Radio-Canada. Oui, c'est ça. Donc, RAD. Donc, eux ont présenté justement à quoi peuvent ressembler la compétition de sport électronique. Ça se passe présentement beaucoup en Corée. Puis oui, il y a des gens qui gagnent, comme par exemple le meilleur joueur d'un jeu qui s'appelle League of Legends, le joueur qui est considéré le meilleur joueur, toutes positions confondues, gagne 2,4 millions de dollars US par année. Et ça, c'est sans compter ses commandites personnelles. Donc, c'est un joueur qui gagne beaucoup d'argent. Ça peut être comparé presque à des joueurs de la Ligue nationale. Je sais pas pourquoi je vais en enseignement. Voilà. Oui, effectivement, mais il faut un talent. Effectivement, il faut un talent puis il faut être passionné par la chose. OK. Fait que le e-sports, la compétition des joueurs, je présume qu'il y a des joueuses aussi de ça? Oui, effectivement. La beauté du e-sport, c'est que c'est pas des capacités physiques qu'on va comparer d'un à l'autre. Donc, il y a des filles qui se démarquent sur la scène mondiale dans certains jeux. Par exemple, on a une Canadienne qui s'appelle Scarlett, son nom de joueuse, qui, elle, en fait, c'est pas bien compliqué. C'est comme les rappers, là, ils ont des pseudonymes. Oui, effectivement, tous les joueurs ont des surnoms, des noms d'utilisateurs qu'ils utilisent dans le jeu. Donc oui, c'est peut-être une différence par rapport aux autres sports qui existent. Et Scarlett, pour y revenir, juste avant les Jeux olympiques qui se sont passés en Corée du Sud, il y avait une compétition d'un jeu qui s'appelle StarCraft 2, en fait, qui a eu présence en Corée du Sud. Et c'est Scarlett, une fille, qui a gagné la compétition. Et c'est un des grands championnats de ce jeu vidéo-là. Donc, effectivement, les filles ont leur place à travers les jeux vidéo, ce qui permet un peu de démocratiser en tant que tel comme activité. Là. OK. Fait que le e-sport, c'est quand même quelque chose de considérable. C'est pas marginal, encore embryonnaire. Là. Au niveau du public général, je pense que c'est encore un peu marginal au grand public, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. D'où la présence maintenant dans plusieurs écoles aux États-Unis et bientôt au Canada. OK. Donc, tu parles qu'il y a du e-sports à l'école. Oui. Ça part de où, ça? C'est qui le fou qui s'est dit on va faire jouer des jeux vidéo nos élèves? Bien sûr, c'est parti d'Asie. Comme le sport, c'est un sport. Eux, ils considèrent ça comme un sport, les jeux vidéo. Donc, ça part de la Corée, que justement, il y a des écoles qui vont faire des programmes spécialisés, qui est l'équivalent peut-être des sports scolaires comme le hockey qui est présent à l'école. Bien, eux, c'est la même chose en Corée, mais c'est pour des jeux vidéo. Donc, c'est des options qui sont présentes à l'école parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un niveau de motivation qui est vraiment poussé pour ces jeux-là parce que les élèves passent beaucoup de temps. Puis ça, je reviendrai un peu plus tard justement sur c'est quoi l'avantage puis l'intérêt de l'élève d'avoir des jeux vidéo à l'école. OK. Donc, on fait des jeux vidéo à l'école. Ça existe aux États-Unis, en Corée. Oui, particulièrement dans toutes les universités américaines, il y a des équipes e-sport présentes. Okay, et c'est universitaire. Là. Universitaire, okay. Et ces athlètes-là ont des bourses équivalentes aux sportifs. On parle souvent du football universitaire, du soccer universitaire, où les athlètes ont des bourses. Mais maintenant, dans les e-sports, même les athlètes de ces jeux vidéo-là ont des bourses pour aller à l'université et étudier. Ah, c'est fou, ça. C'est complètement fou. OK. Oui. Au Québec, oui. On est où, là? Au Québec, on est un peu à l'arrière, si on veut. On n'est pas dans on a un retard un peu marginal, je pense, par rapport au reste du monde, mais c'est quelque chose qui est présent. On a la Fédération, en fait, québécoise des sports électroniques qui est apparue il y a 2 ans déjà et qui lance pour une première saison ce qu'on appelle la Ligue des cyberespoirs. La Ligue des cyberespoirs, c'est un peu l'équivalent du RSEQ pour le sport en général dans les écoles. Et leur but, en fait, c'est de faire reconnaître en premier lieu le sport électronique comme un sport pour rentrer avec la RSEQ. Et toutes leurs normes représentent ce qui est demandé à l'étudiant athlète est équivalente du sport au sport électronique. Et ils ont parti une ligue, en fait, pour 3 jeux différents. Et c'est une ligue qui est présente au secondaire, au cégep et à l'université. OK. Donc,
il y a clairement de quoi qui se passe actuellement. Là. Présentement, effectivement, on commence à relier le jeu électronique, le jeu vidéo, au monde de l'éducation. OK. Toi, je crois que tu as commencé ça cette année, c'est ça? Oui, effectivement, en discutant avec ma direction au cours de la fin de l'année passée et début de cette année, j'ai décidé de partir une équipe de sport électronique à l'école. OK. Ça a été accueilli comment au départ, cette idée-là? Bien sûr, Parce que tu es dans un milieu rural, je veux dire, il y a des enseignants de longue date, je présume, dans ton école. Il y a des fois des préjugés, qu'on va y revenir d'ailleurs. Là. oui, Comment ça a été accueilli, cette histoire-là de on va faire jouer League of Legends à nos élèves, puis c'est comme du sport. Là. oui, effectivement, comme tu dis, c'est un monde, le jeu vidéo, qui est plus connu du public. Hein. On parlait un peu de la démocratisation un peu plus tôt. Or, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu des professeurs, particulièrement des professeurs plus vieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une réalité peut-être qui est proche d'eux. Alors, ça, c'est la première des choses. Puis, l'objectif qu'il faut avoir à travers toute activité parascolaire, peu importe laquelle, c'est que l'élève ait un intérêt à venir à l'école vis-à-vis cette passion-là. Puis le jeu vidéo, je pense qu'on en est conscient. C'est une passion de beaucoup de jeunes, et particulièrement de jeunes garçons qui ont parfois de la difficulté à l'école. Donc, il y avait déjà la présence des jeux vidéo, on ne peut pas la dénier. Tu parles des gars, je t'interromps, mais Oui, c'est vas-y. un gars sur deux qui finira pas son secondaire 5 en 5 ans. Oui, effectivement, Ça, qui ne réussira pas. Donc, souvent, c'est de viser à voir comment c'est possible, justement, de garder ces garçons-là à l'école, puis d'essayer de les intéresser assez pour sentir que c'est important de venir à tous les jours, puis que ça ne soit pas nécessairement juste une corvée de venir à l'école, d'où les jeux vidéo et leur présence. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé à une conférence à l'AQUAPS, qui est un congrès sur les technologies en éducation, et j'ai rencontré le créateur de Classcraft. Oui, on en a parlé hier dans le podcast qu'on a fait, là, mais oui, vas-y. Oui, effectivement. Fait que pour y revenir, lui, il disait pourquoi l'élève est attiré par les jeux vidéo. Qu'est-ce qui rend un intérêt aux jeux vidéo? Mais la première chose, c'est le sentiment de compétence. L'élève passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Donc, nécessairement, il sent qu'il est compétent. Qu'il est compétent, en fait, dans ce jeu-là. Alors, nécessairement, lui, il considère que en ayant été à être compétent dans un jeu vidéo, ben, il sent qu'il est valorisé parce qu'il voit les résultats tout de suite. OK. Vous pouvez faire vivre des victoires à l'élève, là, finalement. Oui, c'est un peu. ça, La deuxième chose à travers les jeux vidéo, c'est, on va prendre l'exemple du jeu, peut-être un des plus célèbres, Super Mario. Super Mario, on procède à travers un tableau et si on tombe dans un trou, on perd une vie. Mais c'est pas une fatalité en sorte. Pourquoi? Parce qu'on peut recommencer le niveau sans problème. Alors, la différence entre l'école et les jeux vidéo, c'est que l'élève ne sent pas que l'échec est une fatalité en tant que soi. T'sais, on se souvient, les notes, une fois que c'est écrit à l'encre sur ton bulletin, c'est là pour toujours. Alors, il y a un sentiment un peu de fatalité et d'échec, alors que le jeu vidéo permet toujours de recommencer, peu importe les échecs. C'est s'améliorer, finalement, Oui. à travers le jeu vidéo, devenir perfectible, puis... Oui, puis comprendre que tu as tes chances, puis tu finis par t'améliorer. Puis la troisième chose qu'on se rend pas compte à travers les jeux vidéo, c'est le côté social. On pense beaucoup que le jeu vidéo en ligne, c'est un jeu vidéo seul où l'élève est seul avec lui-même et un écran. Mais c'est une grande communauté qui joue à ce jeu-là et qui va partager à travers cela. Et souvent, ça a grandement évolué là, dans les dernières années. Oui. On va se le dire. Là, c'est plus le petit gamer dans son sol, tout seul dans le noir. Oui, l'image qu'on a souvent et que la majorité des gens ont, c'est justement des gens qui sont reclus, qui sont associables, qui vont vivre ça. Mais ils vont vivre peut-être leur sociabilité de manière différente de ce qu'on est habitué dans la vie en général. Donc, souvent, je prends l'exemple du jeu World of Warcraft, qui est probablement un des jeux les plus populaires au monde. Le plus payant, je pense, de l'histoire, ou pas loin du monde. Oui, exactement, qui a déjà 20 ans. Ça va déjà faire 20 ans presque que le jeu est sorti. On est en 2000. Oui. Pas 92, pardon, ça va faire 15 ans déjà qu'il est sorti ce jeu-là. Et il y a des gens qui se ça sont... va vite. Oui, la vie va vite, effectivement. Puis il y a des gens, justement, qui ont joué depuis le début, qui ont rencontré des gens en ligne et qui sont devenus les meilleurs amis du monde. Là. Ils traversent des pays entiers pour aller se rencontrer. Il y a même eu des mariages entre joueurs, des gens qui se sont jamais rencontrés hors du jeu vidéo et qui ont fini justement par se marier. Donc, il y a un côté social qui existe réellement ou qui partagent une passion. Fait que je pense que juste ces trois aspects-là sont très proches de les missions de l'école, hein, nécessairement. Oui, socialiser, c'en est une des missions. Là. Oui, effectivement. Fait que socialiser, puis je pense que ces trois missions-là sont proches et c'est juste que je pense qu'on n'a pas accepté encore que ça fait partie de la réalité de nos élèves. C'est quoi le profil d'élève qui s'inscrit en e-sports à l'école?
À mon école, présentement, c'est des jeunes qui sont passionnés par le jeu. Il y en a pas qui font comme je vais essayer. J'en ai un parmi mes joueurs qui n'a jamais joué au jeu et j'ai T'en décidé as de combien, l'accepter. juste pour être sûr? Là, présentement, officiellement, j'ai une équipe de 5 joueurs, parce que mon jeu, je vais en parler un peu plus tard, c'est un alignement de 5 joueurs que je présente, mais j'ai 7 joueurs. Et en janvier, il va y avoir un jeu que probablement tous les parents au Québec connaissent qui s'appelle Fortnite. Oui, ils en ont parlé même dans le Journal de Montréal. Connaissez-vous votre enfant? Oui, Fortnite. exactement. Donc, Fortnite va partir sa saison, parce que c'est une saison comme les sports et les autres jeux vidéo, qui va commencer en janvier. Et ça, probablement que je vais avoir plus d'une trentaine d'étudiants qui vont être intéressés. Et je vais malheureusement seulement pouvoir en choisir 15. Alors, OK. donc c'est un jeu qui est très populaire. Donc, pour l'instant, je suis à 7, vu que la Ligue, comme on a parlé, la fédération, en fait, québécoise du sport électronique commence cette année. Donc, j'ai une équipe de 7 joueurs et on a notre premier match mercredi le 17 octobre avec une autre école. OK. C'est quoi le profil des élèves qui s'inscrivent? On Le va profil, revenir à ça, là. oui, Ouais. le profil des élèves, première des choses, c'est souvent des garçons. Première des choses, c'est la généralité pour l'instant au secondaire, c'est des garçons. Et c'est des garçons qui sont souvent gênés socialement, mais qui réussissent tout de même bien à l'école. Donc, c'est un peu le profil que j'ai pour l'instant des garçons. Et parfois, c'est souvent des garçons qui ont certaines difficultés académiques. Mais il y en a qui sont très forts parce que les jeux vidéo demandent quand même, comme j'ai parlé un peu plus tôt, là, une vision de jeu, une concentration assez incroyable pour atteindre certains niveaux. OK. Fait que des garçons, peut-être qui ne seraient pas allés vers d'autres mondes en dehors que du jeu vidéo, disons. Oui, on peut voir ça comme ça. Effectivement, les gens qui se regroupent dans ces équipes-là, c'est des gens peut-être qui ne sont pas attirés vers les autres. Mais en même temps, j'ai des profils de sportifs. J'ai des joueurs de soccer qui ont décidé de s'intéresser aussi à l'équipe parce qu'ils ont un intérêt pour ça. OK. C'est quoi tes exigences quand un élève démontre son intérêt de OK, l'an prochain, je veux m'inscrire en e-sports? Tu joues puis c'est tout? C'est quoi les conditions qui sont mises en place pour l'élève? Les conditions, c'est bien sûr, il faut faire accepter le sport électronique. C'est peut-être pas quelque chose qui est socialement Qu'est-ce que encore tu veux dire accepté. par accepter le support électronique? Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est peut-être accepté à la même hauteur que d'autres activités à l'école. Et vu que c'est un projet embryonnaire qui commence, ben, il faut faire bonne figure pour l'école. Bien sûr, il faut bien représenter l'école, mais il faut réussir académiquement. Puis moi, je demande souvent, j'ai le même contrat de l'athlète qu'un joueur qui jouera au badminton, au soccer ou au volleyball. Donc, nécessairement, j'ai des demandes qui sont assez élevées. Réussir au niveau académique, avoir un bon comportement en classe, respecter l'image de l'école. Et de plus, étant donné que c'est une activité qu'on considère avec des athlètes, moi, mon objectif, c'est de promouvoir beaucoup les saines habitudes de vie. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Et c'est un gros morceau, ça. C'est le morceau le plus essentiel, puis souvent qui va revenir par rapport à la cyberdépendance et d'autres. Donc, moi, les saines habitudes de vie, ça passe par quoi? Limiter le temps de jeux vidéo de mes joueurs. Parce que souvent, les joueurs sont conseillés quand l'image qu'on a du joueur, c'est quelqu'un qui va commencer à 10h le matin et qui va finir à 3h du matin à jouer aux jeux vidéo. Fait que c'est justement de montrer qu'on peut avoir des saines habitudes de vie à travers une passion qui est le jeu vidéo. Donc, moi, je limite le temps de jeu de mes joueurs. La semaine, je demande qu'il n'y ait aucun match qui soit joué après 9h, par exemple, la semaine. Et la fin de semaine, après 11h, il n'y a aucune partie qui est commencée. Alors, moi, c'est ce que je demande à mes joueurs. Au niveau du sport, parce que c'est important de bouger, les joueurs professionnels, même des jeux vidéo, ont de l'activité physique à faire parce que on parle souvent de la philosophie grecque d'un esprit sain dans un corps sain, mais ça s'applique aussi aux jeux vidéo. Fait que tu demandes du sport à tes élèves. Oui, donc j'ai des élèves de joueurs de soccer, je leur demande pas un sport supplémentaire parce qu'ils sont déjà actifs et présents dans l'école, dans leur sport. Mais les joueurs qui, eux, n'ont pas de sport parascolaire, je leur demande 30 minutes de gymnase à toutes les semaines. Puis ça, tu fais faire signer ça dans leur agenda. Oui, là, ouais, il y a un registre avec la Ligue des Cyberespoirs. Ils ont leur propre cartable et ils vont signer à chaque fois qu'ils vont au gymnase. OK. Fait que, puis ils embarquent. Ils se sont-tu objectés à ça au départ ou ça a été... c'est un bon compromis pour eux? Le sport en tant que tel, ça a bien été. Une fois qu'on a affirmé que ceux qui faisaient déjà du sport, comme le soccer par exemple, pouvaient justement ne pas avoir de supplémentaires, c'est plus les heures de jeux vidéo qui ont été... un peu nargués à la base parce qu'eux sont habitués de jouer très tard le soir, par exemple. Mais une fois que ça a passé la nouveauté, ils ont compris que mon objectif, c'était de présenter le e-sport comme quelque chose de sérieux. Ouais. Donc, ils ont embarqué. Là. Ils sont prêts à accepter qu'après 9h la semaine, ça sert à rien de commencer des parties, là, jouer jusqu'à 11h. Puis la fin de semaine, je leur donne un peu plus de l'eau, c'est jusqu'à 11h. Puis de toute manière, rendu jouer à minuit, là,
il vaut mieux la peine de se coucher puis recommencer le lendemain matin. Ouais. OK. Toi, ça a été reconnu dans ton BCD. Donc, le BCD, c'est, Oui. on va dire, tout ce qui est tâches ajoutées à notre... Complémentaire. complémentaire à notre tâche d'enseignement. Oui. Toi, ça a été reconnu dans Oui. ton BCD. Parce que j'ai présenté le projet à mon directeur. Mon directeur qui est un ancien professeur d'éducation physique. Donc, je savais que j'avais quand même un petit travail à faire pour être bien préparé. Mais c'est un projet qui est accroché tout de suite. La manière que ça a été présenté. Puis, il faut pas renier la réalité. Là. Les jeux vidéo sont présents dans la vie des élèves. Fait que si on est capable d'encadrer cette activité-là à l'intérieur d'une école, moi, je pense qu'on est tous gagnants. OK. Ça a été reconnu dans ton BCD. Concrètement, ta semaine de prof, là, avec le jeu vidéo, ça ressemble à quoi? Le jeu vidéo, bien, si on prend, j'enseigne bien sûr, donc j'ai une tâche qui est considérée à 80% en enseignement, donc présence en classe avec les élèves. T'es en précarité. Oui, je suis en précarité, effectivement. J'ai pas de poste permanent, je fais partie des listes de priorité, mais je suis pas permanent. Ouais, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast numéro 2, on parle de précarité. Si tu sais pas c'est quoi la précarité ou tu veux en entendre parler, va voir le podcast numéro 2. Tu peux continuer, vas-y. C'est très intéressant pour connaître la réalité des enseignants. Donc, moi, c'est reconnu dans mon temps. Je suis aussi entraîneur de badminton à mon école secondaire. Je suis aussi entraîneur assistant universitaire. Donc, c'est reconnu dans ma tâche. Donc, pour préparer, parce que là, il y a toujours la question comment on fait pour entraîner, pratiquer les joueurs, qu'est-ce qui est visé. Moi, ce que je me donne comme objectif, c'est de présenter beaucoup en vidéo. C'est d'avoir un moment pour réunir les joueurs. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est souvent le moment où des joueurs de jeux vidéo se réunissent pour parler de jeux vidéo, c'est quand même assez rare. Donc, moi, c'est de créer un environnement auquel on va pouvoir partager, voir des choses, des situations. Quand je vais expliquer le fonctionnement du jeu vidéo un peu plus tard, peut-être que ça va être un peu plus clair. Et je présente des séquences vidéo. J'ai aussi 3 conférenciers qui vont venir cette année rencontrer mes élèves. Crime, OK. Donc, j'ai 3 créneaux, la nutrition, la cyberdépendance et les joueurs professionnels. Fait que c'est les 3 créneaux que je me suis donné. Je trouvais que c'était une belle façon de présenter le jeu vidéo dans tout son ensemble. Pour ce qui est, par exemple, de la nutrition, ben, les joueurs professionnels de jeux vidéo, comme les joueurs professionnels au hockey ou au soccer, ont une nutrition à suivre. Pourquoi? Ben, en mangeant n'importe quoi, c'est pas vrai qu'on va être nécessairement très allumé au moment de faire la compétition. Donc, c'est très important la nutrition, même pour les joueurs professionnels de jeux vidéo. Passer ça par la bande, c'est une belle façon d'amener ça, là, finalement. Là. Oui, effectivement. Puis c'est pour faire prendre conscience que c'est une activité qu'il faut être pris au sérieux aussi. Donc, il faut le faire sérieusement. Donc, il faut se nourrir sérieusement, il faut s'entraîner sérieusement, dormir sérieusement, sans blague. Alors, nécessairement, ça, c'est une de mes conférences où je vais un nutritionniste. J'ai la cyberdépendance. C'est un point qui est très important. On va y revenir tantôt. Oui. Là. C'est quelque chose qui est super important pour moi aussi parce qu'on se rend compte qu'étant donné que c'est pas une activité qui est encadrée ou même connue des parents, on peut ressentir peut-être que notre enfant vit de la dépendance, justement. Puis on le voit beaucoup avec les iPads chez les jeunes de moins de 3 ans, etc., que les jeux vidéo et tout ce qui est informatisé peut créer une dépendance. Alors, nécessairement, je vais avoir une conférence là-dessus. Et la dernière, c'est que je vais rencontrer une joueuse professionnelle. Au Québec, on est chanceux, on a beaucoup de joueuses professionnelles de jeux vidéo qui vivent de ça. Et justement, elle va pouvoir présenter peut-être un portrait de à quoi ressemble la vie de professionnel en jeux vidéo, puis qu'est-ce qui est possible de faire, à quoi ça ressemble. Et sinon, encore une fois, moi je conseille aux gens RAD, que tu as parlé un peu plus tôt, il y a justement un très bon exemple de à quoi peut ressembler des joueurs de jeux vidéo professionnels dans d'autres pays, des Canadiens qui vont même s'installer ailleurs. Fait que c'est ça mon objectif à travers cette équipe-là, c'est justement de présenter un peu un monde qui est moins connu ou qui est moins visible pour la population en général. Dans ta tâche, tu passes combien d'heures par semaine? Ça se passe à quelle heure de ta journée? C'est-tu pendant les heures de cours, après l'école? Comment ça marche? Effectivement, c'est une bonne question. L'arrangement que j'ai fait pour cette année, on est à l'an 1, c'est que j'ai 60 minutes reconnues par cycle, donc par 9 jours pour faire cela. J'ai 30 minutes en présence élève. Et l'autre 30 minutes, ce qui est intéressant, c'est que les compétitions sont le mercredi soir à 7h30. Mais là, t'es chez vous? Tu as tout à fait raison. Mais la beauté de tout ça, c'est que moi, je suis en ligne avec chacun de mes élèves qui sont à leur maison. Donc, moi, je suis présent en ligne avec eux. Donc, je peux entraîner, je peux donner des stratégies en temps réel à mes élèves. Donc, tout en t'occupant de ton petit gars, là. Oui, mais non, à ce moment-là, c'est important que je fasse le travail demandé par l'école. Fait que oui, moi, je suis présent vraiment avec mes élèves. Puis, en temps réel, c'est un peu la beauté de cette expérience-là. C'est justement qu'on peut vivre en réseau quand même une expérience contre une autre école. OK. On a parlé justement de tout ce que ça implique dans une tâche, la mission éducative derrière ça.
Euh, Hygiène de vie, dépendance, bon, tu parles beaucoup de... On essaye de mettre l'accent sur une hygiène de vie qui est acceptable, qui est bonne. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les dernières années sur c'est quoi les jeux vidéo que ça représente. Puis on entend de plus en plus parler, et je sais de quoi je parle dans les écoles. J'ai beaucoup intervenu avec des élèves qui ont des problèmes de dépendance aux jeux vidéo. Le problème de dépendance aux jeux vidéo, ça s'apparente énormément à tout ce qui a rapport aux jeux de hasard. C'est à peu près le même fonctionnement, qu'on cherche tout le temps la récompense supplémentaire. La machine va payer là, mais le jeu vidéo va payer prochain jeu, prochaine game. Ça s'arrête très peu. Puis concrètement, comment le e-sport peut prévenir la dépendance aux jeux vidéo? Parce que c'est dur à faire avaler comme pilule. Je veux dire, un élève qui a un problème de dépendance au basket, ça paraît bien moins pire qu'un élève qui a un problème aux jeux vidéo. Socialement parlant, ça doit être dur de pouvoir parler de ça, essayer de faire approuver tout ça auprès de tes collègues. Comment vous dealez avec ça à l'école, avec justement démontrer que, au contraire, il faut éduquer les jeunes là-dessus? Ben, moi, je pense que tu viens de mettre exactement le doigt il faut. C'est une activité qui est appréciée des élèves, mais qui est souvent peu encadrée. Est-ce que c'est par un manque de présence des parents? Je crois pas. Moi, je pense vraiment que c'est justement parce que c'est une activité qui est méconnue. C'est une activité qui souvent qui se passe seule devant un ordinateur. Donc, c'est difficile de présenter ou de comprendre cette réalité-là. En démocratisant un peu le e-sport, moi, je pense que ça va permettre aux élèves justement d'en parler plus, d'exprimer leur expérience, les jeux auxquels ils vont jouer, mais aussi s'ils ressentent justement le besoin de jouer constamment. Puis moi, je pense que justement en démocratisant ça, ça va permettre aux élèves peut-être de plus s'exprimer sur ces problèmes-là. Parce que là, on parle de cyberdépendance sans nécessairement connaître c'est quoi les habitudes de ces élèves-là, pourquoi il y a une dépendance. Fait qu'en démocratisant le jeu, moi je pense que ça peut permettre justement à l'élève, dans un cadre régulé, qui est justement le e-sport, de parler de ces problèmes-là s'il y en a. Puis moi je pense que c'est ça un peu l'objectif de tous les sports. Pourquoi on parle justement de dopage dans le sport pour pas en faire? Ben, c'est que les élèves qui pratiquent ces sports de haut niveau peuvent être tentés parfois, mais il faut avoir vécu l'expérience pour le connaître. Puis en le partageant, ben, ça te permet de justement prévenir un peu mieux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de profs en ce moment qui pensent à leur élève justement qui a eu. Tu sais, il y en a tout le temps un qui arrive, il s'est couché à 3 heures du matin, il n'a pas pris de douche depuis une semaine, il s'alimente très mal. En classe, des fois, ça peut s'exprimer par l'agressivité. Oui. Il y a plein de choses comme ça. Toi, est-ce que tu vois dans tes joueurs peut-être certains qui ont un potentiel ou qui sont pris avec un problème de dépendance aux jeux vidéo, puis comment tu interagis avec eux? Ben, c'est une bonne question, mais souvent, la beauté du jeu auquel je joue, c'est que j'ai accès vraiment à toutes les données de mes joueurs. Donc, je connais exactement le nombre de parties qu'ils peuvent jouer par semaine, le temps que dure chacune des parties. Fait que là, à partir de maintenant, c'est plus facile de communiquer avec eux parce que souvent, on va me parler de ces joueurs-là en disant c'est des bons élèves, mais quand ça marche pas, ils ont souvent une attitude qui va être négative et même violente à certains points. Alors, nécessairement, moi, ça me permet d'avoir un contact direct, justement en parlant de leur habitude de jeu, en ayant accès à ces données-là. Fait que moi, je peux vraiment rentrer en contact avec eux, puis peut-être nuancer, puis faire comprendre. On parlait de saines habitudes un peu plus tôt. C'est qu'ils peuvent avoir le même plaisir à travers des habitudes saines de jeu, là. Est-ce qu'ils réagissent bien à ces interventions-là? C'est sûr qu'ils sont toujours un peu déconcertés parce que quand une dépendance, c'est qu'on ne reconnaît pas le problème souvent. On ne reconnaît pas qu'il y a un danger imminent. Hein. On pense que ça va arriver aux autres, mais jamais à nous. Alors, c'est sûr qu'ils sont un peu déconcertés, mais à la fois, ils connaissent mes connaissances dans le jeu, puis ils savent que je comprends la situation. Tu as une notoriété là-dessus. Aussi, j'ai une notoriété, mais je comprends le plaisir à ce jeu-là. Je le comprends très bien. C'est un jeu que j'apprécie moi-même. Mais c'est de faire comprendre que le jeu, comme un peu disent l'Auto-Québec, ça doit rester un jeu. Il faut que ça soit plaisant dans des limites respectables. C'est quand tu sens que tu as le besoin de jouer à ce jeu-là que tu perds le plaisir de jouer. Puis c'est la même chose justement avec toutes les dépendances. Là. C'est que tu perds un peu le plaisir qu'il y a derrière cette activité-là ou cette consommation-là d'activité. Est-ce que quand tu as lancé le programme, tu regardais avec les intervenantes en toxicomanie de l'école, parce que maintenant, ils sont aptes, on connaît la réalité, on a plus de recherches qui se fait là-dessus. Est-ce que tu as travaillé un peu avec eux autres pour voir comment piloter tout ça?
Pour ce qui est de l'activité en tant que telle, d'équipe de jeux vidéo, non. Mais comme je t'ai parlé un peu plus tôt, justement, j'avais un intérêt d'avoir une personne qui s'y connaît en cyberdépendance. C'est à ce moment-là que je suis rentré en contact avec eux pour voir comment amener à faire comprendre à l'élève que le jeu doit rester un jeu, que le plaisir doit primer sur, justement, à sentir le besoin de jouer. Fait que c'est à ce moment-là que je suis rentré en contact, puis ils sont toujours très intéressés parce que souvent, on cherche une porte d'entrée pour parler des jeux vidéo avec des élèves, puis nécessairement, même moi, on est d'une génération un peu plus vieille, on n'a pas les mêmes, on n'a pas même, On la est même, déjà rendu vieux. Ouais, ben, sur certains points, tout à fait. Tu sais, on n'a pas la même relation avec les élèves, avec les jeux vidéo que les élèves l'ont. Nous, c'était jouer à la Nintendo 64, jouer à Super Smash, 4 manettes en même temps dans un sous-sol. Mais aujourd'hui, l'élève est seul, mais joue avec d'autres. Donc là, c'est de comprendre un peu la dynamique de ça. Alors nécessairement, c'est un point d'entrée intéressant pour les intervenants, je crois, d'avoir justement accès à des joueurs qui jouent de façon pas professionnelle, mais qui jouent dans un cadre structuré. Ben, ça va donner un intérêt pour les autres. Puis peut-être les joueurs, justement, qui jouaient seuls à certains jeux vont avoir envie peut-être de plus partager leur expérience, étant donné que si c'est accepté à l'école, c'est que ça commence déjà à être accepté par plusieurs personnes. Actuellement, vous jouez à League of Legends. Oui. Éventuellement, probablement Fortnite. Oui, ce jeu-là. Ouais, ce jeu-là, qui est gratuit d'ailleurs, comme tous les jeux actuellement que tu joues, c'est gratuit, ça coûte pas très Oui, cher. Là. c'est la beauté aussi de cette activité-là, c'est que le jeu en tant que tel est gratuit. Les laboratoires informatiques de l'école, qui sont tout de même récents, là, qui datent de moins de 5 ans, sont assez performants pour jouer à ces jeux-là. Donc, ça permet à l'école de s'investir dans un créneau sans que ça soit trop cher pour l'école. Fait que moi, je pense qu'il y a un investissement de temps qui va valoir la peine à travers cette activité-là. Les jeux vidéo comme Fortnite, Oui. on s'entend pour dire que l'objectif, c'est un peu c'est jouer à Hunger Games. Ça veut dire que faut que tu élimines le plus de personnes pendant que ta carte rétrécit. Ouais. Faut que tu tues. Inévitablement, c'est tuer. Ça a été démontré que le fait de jouer à des jeux vidéo violents ne rend pas les joueurs forcément plus violents. C'est plutôt la frustration d'avoir exprimer leur frustration d'avoir perdu, d'avoir été éliminé, etc. Mais malgré le fait que c'est pas le jeu vidéo qui rend violent, l'image du jeu vidéo violent, est-ce que c'est quelque chose qui... Tu vois un problème éthique à travers ça à l'école, justement, de, mettons, Fortnite, mais je peux imaginer Call of Duty, peut-être dans un futur Battlefield, des jeux de guerre avec des armes. Comment tu vois ça? Mais bien sûr, effectivement, il y a toujours cette question-là qui revient avec les jeux vidéo. Est-ce que ça rend violent? Puis c'est quelque chose qui est cyclique. Hein? On n'a qu'à revenir au début des années 2000 lorsqu'il y a eu Columbine, les deux garçons qui sont venus, puis qui jouaient à des jeux vidéo qu'on disait violents, qui pouvaient peut-être expliquer cette violence-là. Mais comme tu as dit, avec le temps, on a prouvé que dans les études, c'est pas ça qui rend violent, mais c'est une manière de peut-être exprimer son agressivité ou justement de se relâcher les jeux vidéo. C'est sûr que Fortnite, par exemple, si on prend cet exemple-là, qui est peut-être un questionnement très grand chez les parents, parce que c'est un jeu qui est très populaire chez les... là-dedans. Oui, c'est un jeu qui est très populaire pour les 10 à 16 ans. C'est un jeu qui est super populaire. Bien sûr, il y a la question de violence, mais il y a toujours l'association qui s'occupe des normes des jeux vidéo qui donne justement comme les films au cinéma, un certain âge pour jouer. Fortnite est considéré comme un jeu adolescent, donc teen. C'est ça, le ERSB, en fait, qui est l'association qui s'occupe de... ESRB, pardon, oui, qui s'occupe justement de faire la cotation des jeux selon le niveau de violence. Je considère que c'est un jeu 13 ans et plus. C'est sûr que dans la société d'aujourd'hui, la présence des armes à la télévision, dans les films, même dans les dessins animés, est tout de même présente. Là. Même des films qui sont considérés généraux, ben, il y a quand même une forte présence de ça. Donc, c'est d'accepter que dans notre société, oui, c'est présent, mais au niveau éthique, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre l'emphase sur l'élimination, mais l'objectif du jeu. Donc, l'objectif du jeu, c'est pas juste ça. Les joueurs vont me le dire, là, les joueurs de 10 à 14 ans vont me dire « Ouais, hein, c'est pas juste ça le jeu, il y a un niveau de construction, il y a un niveau... il y a un petit peu plus que juste la violence directe, mais c'est sûr que l'objectif, c'est d'être l'équipe gagnante, la seule équipe en liste à la fin de la partie. » Dirais-tu que le jeu vidéo a le dos large sur la violence, plus que, disons, les séries ou le cinéma ou... Je pense que ça a été un bouc émissaire longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui change de côté vu qu'on démocratise. Souvent, c'est facile de mettre la faute sur quelque chose qu'on connaît peu.
pour pas aller trop loin, mais c'est facile de dire que la culture québécoise a de la difficulté parce que le taux d'immigration et les demandes d'immigration font que ça change. C'est un exemple qui est peut-être un peu stretché, comme on peut dire, mais c'est pour prouver que quand c'est un sujet qu'on connaît pas, c'est beaucoup plus facile d'accuser. Fait que je pense que les jeux vidéo ont été un bouc émissaire longtemps, mais c'est quelque chose qui est révolu, d'après moi. C'est maintenant l'heure de la question rock and roll. C'est quoi l'avenir du e-sport d'ici 10 ans, tu dirais, au Québec? Difficile à prédire, mais C'est éphémère ou ça va vraiment être plus gros? moi je pense que ça va être présent parce que on peut parler juste au niveau, par exemple, du marché du travail. Dans 10 ans, là, il va y avoir 80% des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui vont être des métiers reliés probablement à la réalité virtuelle, qui va être relié au domaine de l'électronique. Donc moi je pense que l'e-sport va avoir sa place reconnue. Est-ce que ça va être présent aux Jeux olympiques? Peut-être pas encore, quoique on parle de démonstration de jeux vidéo aux Jeux olympiques de Paris. Donc, je pense qu'on n'est pas si loin que ça d'une reconnaissance. C'est fou, ça. Oui, tout à fait. Le skateboard est toujours pas rentré. Oui, mais ça va rentrer en même temps, par exemple. Ça, c'est une bonne question. La Ok. planche à roulettes va être présente en même temps. Mais en démonstration, c'est pour prouver que ça devient démocratisé. Je pense que ça va devenir l'équivalent du poker. Ça va devenir l'équivalent des compétitions d'art à la télévision. Ce ne sera pas le sport le plus populaire, mais ça va être tout de même présent, je pense, dans la réalité des gens. Donc, c'est quelque chose qui va rester. Mais comme les sports, c'est quelque chose qui va évoluer. Les jeux vont changer. Il y en a certains qui vont durer à travers le temps, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Un peu comme l'équivalent des sports. Donc, moi, je pense que ça va être très démocratisé. Déjà, aujourd'hui, on remplit des arénas de hockey, l'équivalent du Centre Bell pour des compétitions de jeux vidéo. Et plus encore, il y a des stades européens de soccer qui sont remplis pour des compétitions. Fait que moi, je pense que l'avenir est de bon augure pour le e-sport et ça va être quelque chose qui va être gagné à connaître. On va aller avec une dernière question. Le temps coule. Si tu pouvais convaincre là, le prof le plus réticent au e-sport, c'est quoi tu lui dirais? Là? Imagine la personne qui n'a pas grandi avec des jeux vidéo, qui comprend encore, malgré le podcast, encore moins bien cette réalité-là. Un professeur qui a commencé à enseigner en 1977, par exemple. Il serait vieux, là. Ça fait 40 ans qu'il enseigne. C'est ça, mais il y en a qui Il y en a encore. Ouais. Pas beaucoup, mais il y en a. C'est quoi tu lui dirais pour le convaincre, ce prof-là? Ben, ça va motiver l'élève à venir à l'école. Tout simplement. Il y a des élèves qui viendraient plus à l'école en ayant la présence peut-être de choses comme ça. On a beaucoup de taux d'absentéisme d'élèves qui sont démotivés de l'école. Ben, moi, je pense qu'en se collant aux intérêts de l'élève, en le structurant, ça va juste être bénéfique pour tout le monde. Difficile à accepter peut-être parce que c'est quelque chose de tout de même marginal encore, mais je pense que l'école va être gagnante de s'accrocher à ce que l'élève apprécie. Parce que si l'élève reconnaît quelque chose qu'il apprécie dans ses hobbies, qui est présent à l'école, moi je pense que ça va l'attirer à rester à l'école. Puis peut-être qu'il sait justement le garder, puis se rendre compte que finalement s'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait jamais fini ses études secondaires ou il n'aurait pas été sur le marché du travail aussi rapidement. Est-ce que tu vois une différence? Là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que l'école a commencé, 1 mois et demi. Est-ce que tu vois déjà une différence dans les yeux de tes élèves quand ils viennent à l'école de ceux qui ont commencé le e-sport? Ben, moi, je pense qu'ils sont fébriles. Notre saison commence bientôt et comme on dit, on est les premiers. En fait, on va vraiment innover dans notre région au niveau... pionnier, là, Max. Ben, disons que je tente une expérience qui m'intéresse puis que je sais qui intéresse des élèves puis ils prennent ça au sérieux déjà rapidement. Ils sentent, là, ils posent des questions par rapport à l'éthique, bien paraître pour l'école. Ce qui aurait peut-être pas été une question qu'ils auraient posée auparavant, par exemple. Est-ce qu'on va mettre les 4 lettres de notre école dans notre nom d'utilisateur quand on joue pour représenter l'école? Fait que nécessairement, ils ont un souci de bien représenter l'école à travers une activité qu'ils aiment. Fait que moi, je pense que c'est déjà un signe que ça peut avoir une importance puis ça peut changer des choses chez les joueurs d'une école. Puis, qui sait, peut-être qu'ils vont devenir un peu les nouveaux corps arrière de leur école au niveau popularité, on sait jamais. Hein? Oui, on sait jamais. C'est sûr que si on était dans un pays comme la Corée, probablement que ce serait les jeunes les plus populaires de l'école. Mais l'important, c'est qu'ils aient du plaisir puis qu'ils se reconnaissent dans l'activité qu'ils font à travers l'école puis que ça soit encadré. Hey Max, c'est vraiment intéressant ce que tu es venu nous parler aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir faire un autre podcast ensemble. Oui, certainement, oui, absolument. Je crois que tu te connais pas pire en technologie, de l'information, de la communication, en enseignement.
Je t'invite encore à venir nous parler de toutes sortes de sujets autour de ça. Ça a été vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, les technologies, ça te permet d'aller à l'extérieur des murs en restant encadré. Ouais. C'est l'idéal. Hey, si vous avez apprécié le podcast avec Maxime, et si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à aller apprécier la page Facebook. On est sur baladoquebec.ca ainsi que sur YouTube. Vous pouvez aller confirmer un abonnement. C'est pas parce que je pense que je vais faire de l'argent avec ça, mais ça serait intéressant de pouvoir partager des belles connaissances comme ça, donner une nouvelle vision de l'éducation. Je crois que c'est un peu le but du balado, un peu comme on vient de faire aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable semaine. À la prochaine! Salut bien!